Bonjour à tous et bienvenue à notre émission La Minute de l'Entrepreneur. Ce jour, nous sommes avec M. Abazé Alphonse. Bonjour monsieur. Bonjour Oline. Et bienvenue. Merci et bonjour à tous nos auditeurs. Ok. Pouvez-vous nous faire une petite présentation de votre personne? Alors, je m'appelle Alphonse Abazé, je suis camerounais, résident en Italie. Je suis marié, père de 2 enfants. Ok. En quelle année êtes-vous arrivé en Italie et comment avez-vous trouvé votre intégration sur le territoire italien? Alors, je suis arrivé en Italie en août 97. J'arrive comme étudiant et je peux dire que l'intégration a été assez bonne, assez simple, dans la mesure où quand vous êtes étudiant, vous avez déjà une petite base linguistique qui vous permet d'échanger avec ce que vous trouvez sur le territoire. Elle était encore d'autant plus bonne dans la mesure où la communauté camerounaise était très petite. On comptait à peu près 20 âmes complexivement dans toute la ville de Parme et sa province. Ça fait qu'on se connaissait tous, on se fréquentait tous, on était vraiment accueillis comme dans une famille. Si. Et c'est ça qui a rendu l'intégration un peu plus simple, un peu plus facile. Même au campus, on était toujours entouré par ses compatriotes. Quand on était hors des campus, on était entouré par des compatriotes et par des Italiens. Je peux dire oui, dans l'ensemble, ça a été vraiment pour moi assez simple. Ok, merci. Pouvez-vous nous parler un peu de votre domaine d'activité en tant qu'entrepreneur de la diaspora camerounaise? Alors, disons, j'ai eu plus d'une expérience. Aujourd'hui, je me définis comme un boucher, mais je ne pars pas comme un boucher. Je pars au départ comme un transporteur. Donc, j'entre dans le monde de l'entrepreneuriat en 2004 comme transporteur. J'ai fait dans le transport des meubles et des électroménagers auprès d'une structure qui en vendait et j'étais un peu comme un sous-traitant. Si. Successivement, je vais migrer du transport du meuble vers le transport des médicaments. Donc, je vais transporter les médicaments de la province de Piacenza jusqu'à la province de Reggio. Et là, je travaille pour un grossiste. Après, je vais migrer de nouveau du transport des médicaments vers le transport alimentaire. Ça alors? Et là, je me transfère à Parme, toujours près d'un grossiste. Je livre dans les supermarchés, dans des magasins, des petites boutiques, des denrées alimentaires périssables de tout genre. Tout dépendait un peu des fournisseurs que ces entreprises-ci avaient. Et ce qui a lieu quand même de noter, c'est la progression dans le transport. Donc je suis parti avec un véhicule dans le transport des meubles, je suis passé à 2 pour me retrouver avec 7 véhicules dans le transport des médicaments et puis rétrograder petit à petit vers 4 véhicules dans le transport alimentaire. Ça, c'est admirable. Et successivement, donc, il y a une forte crise qui va sévir entre 2008 et je peux dire jusqu'à nos jours, qui va faire en sorte que l'entreprise pour laquelle je travaillais va commencer à perdre un peu de marché. Donc je vais être obligé de réduire mon parc automobile et donc ça veut dire laisser à la maison certains collaborateurs. Et ça va être ça la sonnette d'alarme qui va me permettre donc de migrer donc de nouveau du transport vers la boucherie. Donc aujourd'hui, je suis boucher. Ma femme et moi, nous sommes des bouchers, propriétaires d'une boucherie. Nous sommes un peu les premiers dans le genre africain noir, subsahérien et genre camerounais. Et on se sent bien dans ça. Et d'où vient votre inspiration de boucher? Vous pouviez peut-être ouvrir autre chose, former une autre petite entreprise, mais vous avez choisi la boucherie. Alors, disons que j'ai toujours observé autour de moi les changements dans lesquels nous vivons, les changements que nous vivons même chaque jour. Donc quand j'arrive en 97 dans cette ville-ci, nous avons pratiquement dans le panorama économique de la ville seulement des Italiens et très peu d'immigrés qui faisaient dans des activités commerciales de tout genre. Très peu. Africains quoi? Oui, non, immigrés même en général. Il y en avait presque pas, il y en avait peu. J'ai eu le temps de voir les Chinois arriver, s'installer dans des magasins où ils ouvraient des magasins de vêtements, des African shops pour nous vendre les denrées alimentaires. J'ai vu les Maghrébins se spécialiser petit à petit, devenir des boulangers, devenir des pizzaioli, devenir des bouchers.
j'ai vu, et entre-temps, je n'ai pas vu les Africains noirs subsahariens beaucoup s'intégrer dans ces réalités. Si on a toujours été un peu effacé. Surtout dans la ville de Palme. Je parle de la ville de Palme spécifiquement. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, après à peu près 20 ans, quand vous regardez dans le panorama économique de la ville, dans le tissu économique de la ville, presque toutes les couches sociales immigrées sont représentées, presque toutes les races sont représentées. La seule race qui est vraiment moins représentée, c'est la race noire subsaharienne africaine. Mon défi n'était pas de représenter la race noire subsaharienne, mais c'était justement d'identifier un des maillons de cette chaîne économique dans lequel on aurait pu s'insérer. Donc le transport avait été, par exemple, à l'époque, un de ces maillons-là. J'entre dans le transport des meubles. Je suis le premier Africain noir à faire dans le transport des meubles, montage des cuisines, transport des électroménagers et montage des installations des électroménagers. Je le fais pendant quelques années. Après, il y a une crise qui va frapper le secteur immobilier et avec tout ce qui va avec. Parce que quand le secteur immobilier s'arrête, c'est clair que vous ne vendez plus de divans, vous ne vendez plus de frigo, vous ne vendez plus de cuisine, vous ne vendez plus rien. Ouais. Et c'est pour ça que je vais migrer vers le transport des médicaments, dans lequel par contre il y avait encore beaucoup de marge de mouvement. Je voyais tous mes collègues qui opéraient dans ce secteur-là, ils étaient assez à l'aise. Donc je vais migrer par là. Je ne vais pas fuir ce secteur à cause de la crise, mais je vais fuir tout simplement parce que l'entreprise pour laquelle je travaillais choisit de délocaliser vers Bologne. Et en faisant un calcul entre les coûts et les bénéfices, ce n'était pas trop à mon avantage de les suivre à Bologne. Donc je me sens donc obligé de revenir vers quelque chose de beaucoup plus à ma portée, le secteur alimentaire dans lequel il y avait aussi besoin. Et malheureusement, même là-bas aussi, la crise va nous suivre. Et petit à petit, je vais donc me recycler. Donc en fait, j'ai toujours fonctionné dans le recyclage. J'ai toujours observé qu'est-ce qui changeait autour de moi et ce vers quoi j'aurais pu aller, qui aurait pu être une nouvelle opportunité. Alors, donc, quand nous décidons de devenir boucher, c'est vraiment parce que je regarde autour de moi, je me dis, quand je vais acheter la viande, je ne peux aller que ou chez un Italien ou chez un Maghrébin, ou dans un supermarché ou chez un Maghrébin. Mais je ne peux pas aller chez un de mes frères noirs. Et pourtant, il n'y a que mon frère noir qui peut connaître mes besoins. Et ça, c'est clair. Et il y avait donc vraiment besoin de cette figure-là, de quelqu'un qui soit en mesure d'être au milieu entre la demande en qualité et en quantité de viande, ou en tout cas des denrées alimentaires des Africains, selon les besoins des Africains. Parce que quand vous allez dans un supermarché, vous conviendrez avec moi que vous verrez beaucoup de types de viande étalées, mais ce n'est pas forcément que vous comprenez ce que vous êtes en train d'acheter ou que ce que vous achetez va vous plaire. Ok, chez moi, il est plus facile qu'on se comprenne sur ce que vous voulez et j'essaie de satisfaire ce besoin. Parce que nous sommes africains. Voilà, parce qu'on se comprend bien. Merci beaucoup. Parlez-nous en quelques mots de votre vie en communauté avec les frères camerounais et surtout des entrepreneurs camerounais. Bon. Comment vous vous trouvez? Est-ce que vous avez des collaborations avec d'autres entrepreneurs? Est-ce que vous vous entendez bien dans le domaine d'entrepreneuriat, même si cela font partie d'un autre secteur d'activité? Bon, disons que par chance, peut-être par prédisposition naturelle, je me suis toujours bien intégré au sein de toutes les communautés dans lesquelles j'ai vécu. Là, je ne parle pas seulement de la communauté camerounaise proprement dite, mais je peux parler même des communautés religieuses dans lesquelles j'ai vécu, dans les communautés sportives dans lesquelles j'ai vécu. Je me suis toujours très senti à l'aise, toujours senti à l'aise. Donc je peux dire qu'avec mes compatriotes qui font soit dans l'entrepreneuriat et non, il y a un très bon rapport. C'est un rapport ouvert, d'échange, de dialogue, de partage. C'est-à-dire nous échangeons sur nos difficultés, nous échangeons sur nos parcours et ça permet à chacun peut-être de se faire une meilleure idée de comment affronter ces difficultés au quotidien. Parce que vous savez, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il y a toujours quand même des petites difficultés. Le fait de savoir qu'un autre a connu les mêmes difficultés que vous reconforte dans vos convictions et vous fait savoir que bon, pas forcément vous êtes trompé, oui, mais qu'il faut un peu de temps. Et c'est en ça que c'est important d'échanger. Ok. En parlant de difficultés, rencontrez-vous certaines difficultés liées à votre domaine d'activité en tant qu'entrepreneur? Je dirais, comme tout entrepreneur, il y a certainement beaucoup de difficultés quand on commence. Pourquoi? Parce que nous commençons un peu par hasard. Moi, je parle de mon cas, mon épouse et moi, nous commençons un peu par hasard comme boucher. Donc, nous ne connaissons pas vraiment qui sont les fournisseurs des denrées que nous allons vendre. Oui.
Et ça, ce sont les premières difficultés. Les deuxièmes difficultés qu'on a quand on est entrepreneur, c'est qu'au début, comme dans toutes les activités, on n'encaisse pas suffisamment. Donc on a des difficultés à satisfaire les paiements des fournisseurs, on a des difficultés à satisfaire les salaires, on a des difficultés à payer les loyers, on a des difficultés à payer les factures. Ça, c'est le parcours de tout entrepreneur. Malheureusement, on y passe tous. En moins d'avoir sur ses épaules un certain pactole peut-être accumulé, c'est pas moi. Mais généralement, ça c'est le parcours obligé. Qu'on soit au Cameroun, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Chine, quiconque commence une activité passe par là. Mais c'est ce que j'appelle le temps d'incubation. C'est-à-dire c'est ce temps-ci qui vous permet, oui, dans les difficultés, d'asseoir aussi toutes les stratégies qui vous permettent d'acquérir de nouveaux clients. Donc vous essayez d'aller faire du porte-à-porte, vous faites des flyers, vous faites de la publicité pour faire connaître. Ouais. Ce temps-ci, justement, c'est généralement le temps d'incubation qui permet donc à la clientèle petit à petit de commencer à répondre présente. Mais au départ, les difficultés sont généralement celles-là. Après, il peut y avoir des difficultés successives liées peut-être à la fiscalité. Dans ce pays, elle est assez élevée, surtout pour les activités commerciales. Il peut y avoir des difficultés liées aux préjugés. Parce que par rapport au secteur d'activité que nous choisissons, étant les premiers, on n'est pas toujours vu d'un œil bienveillant, ni de la part des autorités, ni de la part des Italiens même, parce que justement vous êtes le premier. Ouais. Et vous êtes un peu trop différent par rapport aux autres. Ça, c'est vrai. Mais c'est la constance au travail, le sérieux au travail, la décision au travail, la persévérance qui font abattre toutes ces barrières. Ça c'est vrai, merci beaucoup. Alors, avez-vous quelques conseils à donner aux jeunes frères africains, surtout camerounais, qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat d'une manière ou d'une autre? Oui, j'aurais plus d'un conseil, vraiment beaucoup plus d'un conseil. C'est des souhaits, c'est des vœux, c'est des exhortations. Et je commencerai par faire une analyse qui va un peu au-delà de la question qui m'est posée. En 23 ans de vie sur le territoire italien, j'ai vu beaucoup de générations de compatriotes arriver, mais j'en ai vu aussi beaucoup partir. Et généralement, le départ est motivé par les opportunités. Donc, généralement, le Camerounais vient étudier en Italie, il acquiert des connaissances, il acquiert un background, mais il renonce à toute possibilité, à toute opportunité d'exploiter ce background sur place parce que, à son avis, ce background serait mis mieux à profit ailleurs. Résultat, donc, nous nous trouvons dans une terre qui est en train de devenir déserte de plus en plus par des Camerounais et des Camerounais très souvent compétents. Je vous parle de médecins qui partent, je vous parle d'infirmiers qui partent, je vous parle d'ingénieurs qui partent et des gens qui ont des licences en économie et même plus, master et j'en passe, qui préfèrent aller mettre à profit ces expériences-ci, ce vécu-ci, ces connaissances-ci sous des cieux nouveaux, sans avoir la certitude que là-bas ça sera meilleur. Alors, donc, comme nous sommes dans un désert, il y a tout à refaire. Donc la vérité c'est que autour de nous, il y a plein d'opportunités, vraiment plein. Quand moi j'entrais dans la boucherie, à l'époque, tout le monde me disait ça ne marchera pas parce que personne ne l'avait jamais fait. Mais ce n'est pas parce que personne ne l'a jamais fait forcément que ça ne marche pas. Au contraire même, c'est justement parce que personne ne l'a jamais fait qu'il y a plus de chances que ça marche. Il y a plus de chances. Et ça concerne donc tous les autres secteurs d'activité que nous pouvons observer autour de nous, du bâtiment à la médecine, avec tout ce que nous avons comme potentiel en tant que communauté camerounaise. À mon avis, il y aurait vraiment beaucoup à faire et il y aurait encore beaucoup à gagner. Donc mon vœu, mon souhait, serait que quiconque, jeune ou moins jeune, camerounais, qui vit en Italie, avant de songer de fuir, de s'échapper, qu'il évolue comme la possibilité de se remettre un peu en question, de se remettre en jeu. Il y en a à faire. Ok, monsieur Alphonse, merci beaucoup. Alors, pour tous ceux-là qui aimeraient contacter monsieur Alphonse pour plus d'informations, pour plus de questions, il y a le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Vous allez juste le composer, l'appeler et il est toujours disponible, n'est-ce pas monsieur Alphonse? Évidemment, bien évidemment, Roline. Je dirais aussi à tous nos auditeurs qui voudraient bien avoir un contact avec notre secteur d'activité ou avec notre activité, ils peuvent consulter la page Facebook de la Macelleria Emiliana. Ils peuvent voir tout ce que nous avons essayé de publier comme initiative. C'est vrai que nous n'en faisons pas beaucoup. Il y a tous les contacts nécessaires
pour un échange, pour des conseils. Parce que je pense que la réalité macellerie emiliana peut être développée à Milan, à Bologne, à Firenze, à Rome, et ça marcherait. Oui, dans toute l'Italie, ça pourrait marcher. Dans toute l'Italie, ça marcherait. Donc nous sommes disposés à accueillir quiconque serait intéressé à venir nous trouver, à prendre des conseils, et celui-là même aurait l'avantage de ne pas connaître les mêmes difficultés que nous. Parce que nous pourrions évidemment l'inviter ou l'exhorter à ne pas commettre certaines erreurs de jeunesse que nous on a connues quand nous avons commencé notre aventure. Ok, merci Monsieur Alphonse d'avoir honoré notre rendez-vous. Nous vous disons vraiment merci. Vraiment merci pour cette opportunité, pour cette tribune de partage et d'échange. Mesdames et messieurs, arrivés au thème de notre émission, nous vous remercions de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de liker notre page, de vous abonner pour plus de suivi. Et encore, nous vous disons merci. À nous revoir dans 2 semaines et bon week-end à tous. Ok, ciao, ciao.